Bonjour à toutes et tous. On va commencer. Les gens arriveront peut-être avec un petit peu de retard. On va essayer de ne pas en prendre plus. Je suis très content d'être avec vous ce midi. Alors, c'est pas la bonne heure pour faire une intervention parce que je ne sais pas si vous avez déjà mangé ou si vous n'avez pas encore mangé, mais en tout cas, moi j'ai faim. Donc, on va essayer de rendre ça dynamique. Je suis Grégoire Burger, je suis le directeur adjoint de la recherche en charge de l'innovation à AgroParisTech. Je ne sais pas si vous connaissez la structure, mais je vais vous la présenter. Et je voulais vous exposer aujourd'hui un dispositif qu'on a imaginé il y a quelques années et qui permet vraiment de faire le lien entre des dispositifs de formation, de recherche et d'innovation pour stimuler l'entrepreneuriat. Et vous allez voir qu'il y a un lien évidemment avec le secteur cosmétique. Alors AgroParisTech, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande école d'ingénieurs qui est spécialisée dans les thématiques du vivant et de l'environnement. Donc on couvre beaucoup de sujets, l'agriculture, le climat, la biodiversité, l'alimentation, la chimie, les biotechnologies, la cosmétique évidemment. Donc c'est très très large en termes de thématiques. Ça s'appelle AgroParisTech, mais en fait c'est une école qui est présente au plan national. Vous avez la cartographie ici. Donc on a 6 ou 7 campus en France. Donc vous voyez en région parisienne à Grignon et Palaiseau, à Reims et à Nancy dans le Grand Est, à Montpellier, à Clermont-Ferrand, à Orléans évidemment depuis quelques temps, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis à Kourou en Guyane. Donc on a vraiment une représentation nationale. Et puis c'est une école, qui dit école dit étudiants, donc on a un peu plus de 3000 étudiants par an, qui sont des étudiants ingénieurs, des étudiants en master, des étudiants en doctorat aussi. On a une grosse partie de formation par la recherche. Et qui dit école établissement d'enseignement supérieur et de recherche, on a des chercheurs, on a 254 scientifiques qui sont répartis dans 24 unités de recherche que je vous redécrirai un petit peu plus tard. Et globalement, on couvre donc une grande partie des grands défis du vivant et de l'environnement. Là aussi, j'y reviendrai, avec un vrai lien étroit avec les acteurs socio-économiques. Un zoom sur les recherches à AgroParisTech, on vient de publier notre stratégie Horizon 2030. Avec 5 axes thématiques, et vous allez voir que la plupart d'entre eux sont évidemment très liés aussi aux questions que peuvent se poser les acteurs du secteur cosmétique, avec un premier axe autour de la compréhension des changements globaux, évidemment le dérèglement climatique en première ligne de mire, le fait d'accompagner les transitions des systèmes de production agricole, donc c'est des transitions autour de l'élevage, autour d'une agriculture plus durable, accompagner les transitions des transformations alimentaires et non alimentaires. On met les deux ensemble parce qu'on verra tout à l'heure aussi qu'il y a un vrai lien entre l'industrie alimentaire et l'industrie cosmétique, par exemple. Il y a pas mal de problématiques communes. Et puis globalement, tout ce qui va être lié à la gestion des ressources naturelles, à la préservation, à la restauration de la biodiversité. Voilà. Pour vous donner une illustration, j'ai parlé des 24 unités de recherche. Ça représente à peu près de 300 articles scientifiques qui sont publiés chaque année, une dizaine de brevets. Donc il y a une activité assez forte de recherche. Pour résumer, c'est une recherche pluridisciplinaire, je vous l'ai illustré tout à l'heure avec les thématiques qu'on traite, qui est innovante, qui est ouverte, éthique et déontologique, et qui fait vraiment le lien entre la recherche fondamentale et les applications, du fait qu'on est très connecté à l'écosystème industriel. On a également une stratégie d'innovation qu'on est en train de mettre en œuvre, avec plusieurs missions. L'idée globalement, ça s'articule autour de 3 piliers. Le fait qu'on veut accélérer le développement de l'entrepreneuriat, donc on veut créer des entreprises à impact qui viennent nous aider à atteindre nos objectifs, notamment en termes de lutte contre le dérèglement climatique. On parle d'entrepreneuriat pour des étudiants, ça c'est assez classique. On parle d'entrepreneuriat pour des chercheurs, ça c'est beaucoup moins classique. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille et qu'on avance. On a envie de faire plus de liens entre cet écosystème académique, les 25 labos dont j'ai parlé, et des acteurs industriels, parce qu'on a besoin de s'ancrer dans un principe de réalité. On a besoin que nos recherches soient appliquées, on a besoin qu'elles débouchent sur quelque chose, on a besoin vraiment de cette interaction-là. Et puis, on a conscience qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, on structure un écosystème de partenaires autour de nous, qui vont être d'autres structures d'accompagnement de l'innovation, qui vont être des acteurs industriels, qui vont être des pôles de compétitivité, qui vont être des associations, des ONG, parce qu'on a bien conscience qu'en fait, on sera beaucoup plus fort si on arrive à travailler avec toutes les parties prenantes. Je vous dresse rapidement le contexte de l'entrepreneuriat ou globalement de l'innovation en agri-agro. Je me suis amusé à demander à de l'intelligence artificielle, à un outil d'intelligence artificielle, c'est quoi l'innovation en agri-agro finalement. Donc j'aime bien ces deux représentations. Il y en a une, celle de gauche, je trouve, qui représente bien AgroParisTech. On voit vraiment les enjeux de formation, on voit énormément de choses, on voit de la technique, on voit des drones, on voit de l'agriculture, on voit des villes, on voit de l'alimentaire. Sur celle de droite, on voit encore plus de choses, avec un côté très molécule, on voit des fioles, on voit des arbres. Je trouve que ça représente pas mal finalement tous les sujets qu'on est capable de traiter. Bon, ça vous dit pas grand-chose, donc on va plutôt se concentrer sur, en vrai, c'est quoi les grands sujets aujourd'hui. J'ai balancé plein de mots-clés, c'est pas exhaustif, mais globalement, c'est des sujets qu'on va retrouver... qu'on va retrouver dans beaucoup de projets et beaucoup de startups qui se lancent.
Sur le côté agricole, on va évidemment avoir des sujets liés au biocontrôle, à la biostimulation, à la robotique, à la génétique des plantes. On va avoir énormément de choses liées à tout ce qui est l'économie du biosourcé, la bioéconomie, donc des nouvelles molécules biosourcées, la valorisation de coproduits, des nouveaux packaging, des nouveaux matériaux biosourcés, toute la question de la recyclabilité derrière de ces produits-là, et puis on en a pas mal parlé depuis hier. Toute la question des bioénergies, comment on fait pour produire une énergie plus durable. Évidemment, la question du numérique, des capteurs, de l'intelligence artificielle, de la personnalisation aussi, de traitements pour la santé ou de produits cosmétiques pour le secteur cosmétique ou d'aliments aussi, qui sont de plus en plus personnalisés, notamment pour les personnes âgées ou pour les nourrissons. Tout ce qui va être les nouveaux procédés, comment on les optimise, comment on les rend plus efficients. Et puis des thématiques un peu plus spécifiques autour des insectes, autour de la perception consommateur aussi. Tout ça, c'est de l'agri-agro. Et si je fais un zoom sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, cosmétique, en fait, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont liées entre le secteur cosmétique et le secteur agri-agro. C'est une des raisons pour laquelle, et j'y reviendrai tout à l'heure, on a décidé côté AgroParisTech d'aller investir sur le champ de la cosmétique, de nous installer à Orléans, parce qu'en fait, on considère que la formation qu'on donne à nos ingénieurs et les recherches qu'on mène, elles sont tout à fait adaptées et adaptables au secteur cosmétique. Donc en agri-agro, vous l'avez vu, c'est très très large. C'est des projets qui sont particuliers. On ne parle pas de projets dans le numérique où on développe des applis, on développe des solutions numériques. C'est des projets qui nécessitent beaucoup d'investissement. Alors c'est au minimum quelques millions d'euros, voire quelques dizaines, voire quelques centaines de millions d'euros quand il s'agit d'aller vers une usine qui va produire des nouvelles molécules, qui va produire des nouveaux matériaux, qui va produire de l'énergie. C'est des projets qui nécessitent beaucoup de temps de développement. Donc c'est des projets qui sont à horizon 7 à 10 ans avant d'arriver sur le marché pour certains. C'est des projets, on en a parlé juste avant, qui sont très variables en termes de marché, de secteur, de filière d'application. L'écosystème agricole, agri-agro de manière générale, est complexe. On parle des agriculteurs, on parle de coopératives, on parle d'un réseau qui n'est pas si bien structuré que ça parfois. Donc il faut être capable de le comprendre et de l'appréhender. On parle de projets très techno pour la plupart. Nous, je pense qu'on est à peu près à 80% des projets qu'on accompagne qui sont très liés à de la science et à de la technologie. Et donc forcément à de la science qui est développée dans nos laboratoires. Et donc qui nécessite quelque part et à un moment un espace pour expérimenter, pour prototyper, pour venir démontrer. Et on va y revenir parce que c'est exactement l'angle qu'on a choisi d'adresser pour notre accompagnement. Tout ça pour dire que ces projets en agri-agro nécessitent un accompagnement particulier. Ce n'est pas des projets comme les autres, ce n'est pas des projets ou des startups qui ressemblent à ce qu'on faisait précédemment. Je reviens sur un thème, sur un mot que j'ai indiqué là, le côté deep tech. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un mot qui revient très largement en ce moment. Deep tech, si on en croit BPI, donc la Banque publique d'investissement qui soutient énormément les projets d'innovation, c'est des projets très technologiques qui ont vraiment un lien fort avec des laboratoires ou qui sont issus même de recherches menées dans les laboratoires, bien souvent issus d'un brevet ou de technologies qui ont été protégées. C'est des projets qui sont très capitalistiques, donc qui vont nécessiter d'aller voir des investisseurs pour lever beaucoup de fonds, j'en parlais juste avant. Et c'est des projets qui sont avec un horizon de temps et de déploiement très long. Donc vous voyez que ça correspond quand même très bien aux projets agri-agro tels que je vous les ai présentés juste avant. C'est pas très lisible, mais en fait ce qu'on voit quand même sur le petit bonhomme qui est sur le site de la BPI, c'est que, encore une fois, ça nécessite un accompagnement particulier. On ne peut pas accompagner ces projets-là comme on accompagne des projets de création d'entreprise classiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de structures d'accompagnement en France pour soutenir l'entrepreneuriat. Vous voyez sur la gauche, il y a énormément de... Déjà, ça couvre tous les niveaux de maturité, depuis le moment où vous avez une idée, au moment où vous créez la création d'entreprise, jusqu'au moment où vous lancez carrément votre usine ou votre industrie. Il y a plein d'acteurs différents. Vous voyez les termes qui apparaissent, des couveuses, on parle d'incubateurs, de Fab Lab, d'accélérateurs, de pépinières, d'espaces de coworking, de réseaux. Donc c'est énorme. Sur la carte de France à droite, c'est juste un de ces acteurs, le côté incubateur. Et vous voyez à peu près la répartition. Donc c'est vrai pour tous ces types pour toutes ces structures d'accompagnement. Globalement, il y a un énorme tropisme en région parisienne. Ça concentre beaucoup de monde. Il y a des structures comme Station F qui agrègent énormément de startups et de projets innovants. Mais globalement, il y a des structures un petit peu partout et ça se développe. On voit de plus en plus de dispositifs très intéressants au niveau des régions. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Alors, si ça veut bien passer. Je vous disais beaucoup de structures. En France, en 2019, donc ça a évolué depuis, on était à plus de 2600 structures qui font de l'accompagnement de start-up ou de projets innovants. C'est énorme. Il y en avait 560 10 ans avant.
donc ça a été multiplié par 5. Aujourd'hui, je pense qu'on est à plus de 3000. Donc ça augmente. On continue à lancer des structures d'accompagnement. Évidemment, il y a une compétition qui s'installe. Évidemment, toutes ne sont pas aussi bonnes les unes que les autres. Et aujourd'hui, cet accompagnement, il est principalement sur des verticales, on va dire business, stratégie, marché, finance. C'est indispensable pour les projets. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont positionnés là-dessus. En revanche, il y en a très peu qui s'intéressent à un accompagnement plus technique que nécessitent, et je vous l'ai expliqué avant, les projets agri-agro. Donc il y a un vrai manque par rapport à ça. Globalement, pour survivre, et on a vu des structures bien connues qui ont commencé à fermer leurs portes parce qu'il y avait une concurrence qui était trop forte. Les modèles économiques sont compliqués d'accompagner des startups. Ça nécessite d'être capable de faire des efforts financiers parce que c'est des structures qui n'ont pas les moyens de payer au début. Donc c'est des modèles économiques compliqués. Donc aujourd'hui, les deux solutions pour se maintenir et pour être visible, c'est de se spécialiser sur un secteur. On trouve de plus en plus aujourd'hui de structures d'accompagnement qui sont sur une verticale donnée, la santé, le digital, la fintech, l'agri-agro, on en voit quelques-unes. Et se spécialiser aussi sur le côté accompagnement technique et scientifique, parce qu'encore une fois, c'est des projets qui le nécessitent. Donc ça tombe bien, c'est sur la base de ces constats-là que nous, on a décidé de créer nos structures d'accompagnement, les InLab, que je vais vous décrire maintenant. Les principales caractéristiques d'un InLab, déjà ça prend la forme d'un réseau, donc je vous l'exposerai juste après. Donc c'est plusieurs structures que nous on appelle des tiers-lieux académiques. Leur forme, c'est des incubateurs scientifiques et techniques. Donc ça dit plein de choses. Incubateurs, on accompagne des projets, on les accueille, on leur donne un hébergement, un bureau physiquement. Et scientifiques et techniques, il faut qu'on soit capable de leur donner accès à du matériel, de leur donner aussi accès à du mentorat de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, pour les aider à aller plus loin dans la science. Donc on a vraiment un lien fort à l'expérimentation. Nous, notre objectif, c'est de prendre des projets très tôt. Ils ont des idées, on va les aider à développer des preuves de concept, on va les aider à développer des démonstrateurs, des prototypes, et ce sera notre contribution à nous pour aller vers des entreprises et des industries de demain. On parle de projets à impact. La plupart de nos projets à nous sont à impact par nature, puisque ce sont des projets qui traitent d'une alimentation plus végétale, qui luttent contre le dérèglement climatique, qui vont proposer des solutions de stockage carbone, qui vont reforester, qui vont contribuer à une agriculture plus durable. Donc c'est vraiment ce type de projet que nous, on s'est accompagné. Je vous l'ai dit, ces InLab, ces incubateurs sont physiquement et thématiquement identifiés. Je vous présente la cartographie juste après. Et autre chose qui est super important, c'est qu'en fait, c'est vraiment des endroits où on va faire le lien entre les trois grandes missions d'AgroParisTech, la formation, la recherche, l'innovation. Donc on mélange ces trois cibles-là, on va mélanger dedans des chercheurs, des entrepreneurs, des étudiants, des entreprises, et on est persuadé, nous, qu'en mettant autour de la table toutes ces parties prenantes, on va réussir à développer de l'innovation et des projets impact. Évidemment, l'enjeu, c'est de travailler sur les grands enjeux de transition, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient environnementaux ou qu'ils soient agricoles. Carte de France avec les différents sites d'AgroParisTech. À ce jour, on a 5 InLab qui existent et qui accompagnent des projets. Le plus ancien, le Food InLab, sur notre campus de Palaiseau, donc évidemment dédié à la food tech. Donc ça consiste en une cuisine expérimentale dans laquelle des porteurs de projets peuvent venir développer des produits alimentaires de demain, des nouvelles molécules, des nouvelles boissons, éventuellement des nouveaux packaging. Toute une série de laboratoires de caractérisation pour faire de l'analyse sensorielle, de la caractérisation physico-chimique. Une halle technologique qui permet de faire un début de scale-up, donc vraiment de monter en échelle, d'aller jusqu'à la dizaine, la centaine de litres ou de kilos, qui est alimentaire. Donc on peut vraiment produire les premières séries, les premiers échantillons pour éventuellement approvisionner ou tester en tout cas auprès de clients. Et in fine, un restaurant expérimental qui permet d'aller faire goûter, faire tester à des panels, à des consommateurs, les produits qui sortent de chez nous. Donc on assure vraiment ce continuum et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. On a une ferme expérimentale, qui est notre incubateur Agritech, donc le Farm InLab, qui est une ferme en polyculture élevage. On a 400 hectares de surface végétale qu'on cultive, on a 200 vaches, on a 600 moutons, et on fait de la bioénergie. Donc on a un méthaniseur expérimental sur lequel on va pouvoir venir installer des solutions de start-up. Et puis on commence à regarder un petit peu l'agri-photovoltaïsme pour être capable d'étudier le lien à l'agriculture, et notamment sur les performances agricoles. On a un incubateur sur la forêt, le Forest InLab sur notre campus de Nancy. Donc la forêt, c'est un élément important pour AgroParisTech. On a 900 hectares de forêt qui nous appartiennent, la forêt de Brin. Donc ce qui est bien, c'est qu'on la connaît par cœur. On a toutes les données pédo-morpho-géologiques. On est capable d'alimenter des modèles d'intelligence artificielle. On est capable d'alimenter des startups avec toutes ces données-là
pour aller typiquement sur des projets qui vont étudier le stockage carbone au niveau des arbres, qui vont nous aider à faire une meilleure exploitation forestière, qui vont aussi, on accompagne aussi des projets de reforestation. Voilà, donc on a vraiment cette forêt qui nous permet d'aller accompagner les projets autour de la wood tech. Depuis peu, on a un incubateur en biotechnologie, le Biotech in Lab, qui est sur notre site de Reims. Biotechnologie, utilisation du vivant, donc globalement, on va dire de bactéries, de levures, de champignons, de microalgues, d'enzymes, pour aller produire des molécules d'intérêt pour plein de secteurs. La chimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, la cosmétique aussi, évidemment. Et dans ce centre-là, on a une grande halle technologique qui nous permet là aussi de monter à une échelle un peu confortable. On parle de 10 ou 20 litres côté chimie et côté biotech. Donc intéressant. Et puis une grosse plateforme d'éco-extraction. Donc on est capable d'aller, une fois qu'on a produit des molécules d'intérêt, et ben les extraire avec des technologies membranaires, avec de la chromato, avec du CO2 supercritique, voilà, avec toutes ces technologies un petit peu innovantes qu'on va trouver dans l'extraction. Et puis on a aussi un InLab autour de la question des territoires. Alors celui-là, il est à Clermont-Ferrand, il accompagne pas de start-up, il nous aide à remplir notre mission d'appui aux politiques publiques. Donc en fait, c'est un laboratoire et une unité AgroParisTech où on regroupe des géographes, des sociologues, des économistes qui développent notamment dans leurs travaux de recherche des serious games, donc des jeux sérieux que nous on met qu'on rend utilisables par des collectivités territoriales qui typiquement travaillent sur les transitions environnementales, sur les transitions agricoles, sur les transitions alimentaires. Donc c'est pas de l'accompagnement de start-up, c'est plutôt de l'accompagnement de collectivités, mais c'est une forme d'innovation. J'ai mis quelques mots-clés là, je ne vais pas tout vous décrire, mais c'est pour vous dire un peu les projets qu'on accompagne. Évidemment, sur notre incubateur FoodTech, le Food in Lab, on va être beaucoup sur les protéines alternatives. Donc comment on fait pour remplacer des protéines d'origine animale. Donc il y aura du végétal, il y aura des insectes, il y aura de la fermentation de précision. On est sur du zéro déchet, on est sur de la valorisation de coproduits, on est sur des nouveaux packaging et de plus en plus sur des questions de nutrition spécialisée pour les enfants, enfin pour les nourrissons et pour les personnes âgées. Sur le côté agriculture, on est évidemment sur des projets très liés à l'intelligence artificielle, au numérique, sur des projets de robotique, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Concernant l'élevage, on va être sur des alternatives aux antibiotiques. Et on va être sur globalement le bien-être animal, comment on peut piloter aussi des troupeaux avec de l'intelligence artificielle, typiquement des systèmes de caméra qui permettent de savoir quand est-ce que la vache a besoin d'être traite, quand est-ce qu'elle est en chaleur, quand est-ce qu'elle est malade, sans avoir à leur poser des dispositifs. Et on est aussi sur le côté impact de l'alimentation sur les rejets de gaz à effet de serre. Comment on peut vraiment, en travaillant avec une meilleure alimentation pour les troupeaux, diminuer le rejet de méthane. J'ai parlé un peu de notre unité, enfin de notre projet à Clermont-Ferrand. J'ai parlé aussi de la forêt et globalement, le mot-clé que j'ai pas dit pour la partie biotechnologie, c'est la fermentation qui est un grand mot-clé chez nous. Donc soit en utilisant des champignons, soit en utilisant des bactéries, vraiment pour aller produire des molécules d'intérêt et notamment pour la cosmétique. Tout ça, ça donne quoi? Donc vous l'avez vu, je reviens un instant en arrière. 2017-2022, en 5 ans, on a 5 dispositifs. C'est beaucoup. Il faut trouver un modèle économique pour chacun. Il faut trouver une équipe pour gérer chacun. Il faut trouver une coordination là-dedans. Il faut recruter des startups. Il faut les accompagner. Il faut mobiliser des enseignants-chercheurs. Donc honnêtement, c'est pas mal de boulot. Mais le bilan, il est plutôt satisfaisant. Là, vous en connaissez peut-être ou pas, j'en sais rien. C'est une liste non exhaustive des startups et des projets qu'on a accompagnés. Ça fait plus de 100 startups, un peu plus de 110 même, qu'on a accompagnés depuis 2017 et depuis l'ouverture de ces dispositifs. Et en 2023, ça représente plus de 100, même plus de 110 millions d'euros levés en un an par nos startups. Donc, je ne sais pas quelle impression ça vous fait. Évidemment, il y a des gens qui font mieux, mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, que le secteur agri-agro se maintient bien, et aujourd'hui, les levées de fonds sont compliquées. L'investissement dans les projets d'entrepreneuriat, c'est très compliqué, avec les différentes crises qu'on traverse. Donc ça dit plein de choses sur le fait que le secteur agri-agro se maintient bien. Ça dit plein de choses aussi sur le fait que, globalement, peut-être que ces dispositifs qu'on a imaginés, finalement, sont des vraies solutions pour des entrepreneurs qui ont besoin de venir s'appuyer sur un écosystème scientifique et technique. Et je pense que ça dit quelque chose aussi, finalement, des porteurs de projets qu'on accompagne, qui sont certainement aussi, bien formés pour aller se lancer dans des projets de création d'entreprise. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Je fais enfin le lien avec le secteur cosmétique pour vous annoncer que 2025, on va lancer un nouvel InLab, un nouvel incubateur, le Cosmet InLab, qui sera évidemment dédié au secteur cosmétique. Et c'est pas anodin que je sois ici. On va l'ouvrir à Orléans. Je vous explique pourquoi après, parce qu'AgroParisTech est implanté depuis pas très longtemps ici, mais avec une vraie volonté et une prise de conscience que ce secteur avait aussi besoin certainement de compléter l'offre existante avec des dispositifs de ce type-là.
On est en train d'imaginer un incubateur sur l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, vous êtes une école d'agro, pourquoi vous lancez là-dedans? Vous n'êtes pas spécialiste. C'est complètement vrai. On ne sera jamais meilleur que des gens qui sortent d'autres grandes écoles sur ces sujets-là. Par contre, il y a beaucoup de projets d'entrepreneuriat qui utilisent l'intelligence artificielle sur les secteurs agri-agro, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le climat, sur la forêt, sur l'alimentation, pour prédire par exemple des structures de protéines, des digestibilités, etc. Donc on s'est dit qu'on avait quelque chose à apporter à ces projets-là. Ce ne sera pas de l'IA, par contre c'est des données accumulées depuis quasiment 200 ans par 25 labos qui vont permettre d'alimenter des modèles, des données de choses qui marchent, des données de choses qui ne marchent pas. Mais c'est hyper précieux aussi quand vous voulez, encore une fois, construire des modèles robustes autour de l'intelligence artificielle. Donc on est en train de réfléchir à un modèle qui pourrait permettre d'accompagner des startups sur ce sujet-là et on est déjà sollicité. Et puis côté Montpellier, on a un centre là-bas qui travaille plutôt sur des questions de télédétection, satellites. Et ben le constat, c'est aussi qu'on est très sollicité par des startups qui utilisent les satellites, les données satellites, les drones, typiquement pour aller estimer du stockage carbone, donc pour générer des crédits carbone, pour piloter des exploitations. Donc là aussi, on a quelque chose à dire et on a un recul sur comment on peut utiliser ces thématiques-là au service du monde agricole. Donc voilà un peu les 3 prochains incubateurs qu'on a envie de lancer. Encore une fois, ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, on va pas tout faire en même temps. Pourquoi un InLab cosmétique finalement dans ce réseau? Il y avait déjà un beau pavage thématique, on faisait de la food, on faisait de l'agri, on faisait de la forêt, voilà, on faisait des biotech. Je vous l'ai dit en intro, il y a beaucoup de similitudes entre le secteur agri-agro et la cosmétique. Il y a plein de problématiques communes. Le sourcing, le packaging, les nouvelles molécules, l'économie circulaire, la gestion de déchets, l'impact des procédés, comment on les rend plus efficients, tout ce qui est lié à l'analyse de cycle de vie, l'IA, on vient d'en parler, le lien à la santé, l'analyse sensorielle, le côté consommateur, la RSE. C'est énormément et c'est autant de sujets qui sont très partagés. Il y a des contraintes de développement qui sont à peu près les mêmes. On parle de temps long, on parle de coûts, on parle de projets risqués, on parle de législation qui est compliquée pour le secteur cosmétique, qu'il est aussi pour le côté alimentaire par exemple, avec la novel food et tous ces sujets-là. Et on parle de projets qui ont besoin quelque part aussi d'un accompagnement scientifique et technique. Donc c'était très logique pour nous de nous lancer sur ce sujet-là. Et ce qu'on constate aussi, c'est une envie d'entreprendre et d'innover sur le sujet de nos étudiants qui viennent nous voir. Ils ont des projets autour de la cosmétique aujourd'hui, on ne sait pas forcément les accompagner. D'alumni qui ont travaillé en entreprise et qui veulent quitter l'entreprise pour monter une boîte. Et puis de porteurs de projets externes qui nous disent finalement vos dispositifs sont intéressants, nous on a des projets en cosmétique, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Et puis il se trouve qu'on a un lieu pour accueillir cet incubateur-là, puisqu'en fait depuis peu de temps, on est installé AgroParisTech à Orléans, sur le campus de la Source. Donc on a des espaces techniques, on a des bureaux, on a des équipements de pointe, on a des experts aussi. Vous avez bien compris que quand nous on accompagne des projets, on fait le lien avec les chercheurs, les enseignants-chercheurs pour venir aider les porteurs. Donc en fait on avait un bon écosystème ici pour développer ce Cosmet Lab. Un mot sur la chaire de cosmétologie qui est donc notre antenne AgroParisTech ici à Orléans, qui articule en fait des activités d'enseignement, de recherche partenariale et qui vise en fait à diffuser les acquis au plus grand nombre et notamment à répondre aux besoins de formation de la filière. 3 objectifs principaux: renforcer le tissu de recherche et de formation au niveau local. Orléans, c'est un super écosystème, mais finalement, nous, on a peut-être une brique à apporter en plus pour compléter ça. Favoriser la dynamique des acteurs de la filière pour produire des expertises et des talents. Et puis vraiment faire de ce territoire qu'il est déjà encore plus un territoire leader au niveau européen et international. On avait déjà depuis 2 ou 3 ans des activités de recherche et de formation sur notre site d'Orléans. Par contre, il manquait entre guillemets la partie innovation. On vient la combler en créant un InLab dédié, le Cosmet InLab. Ma dernière partie, elle était plutôt sur puisque c'était l'objet un peu de la présentation, sur comment ces dispositifs peuvent finalement servir de catalyseur pour aller monter des partenariats avec les acteurs de la recherche. Nous, ce qu'on constate depuis qu'on accompagne des startups et qu'elles sont sur place, qu'elles sont chez nous, qu'elles sont dans nos labos, on parle vraiment de ça, donc on voit vraiment un renforcement des liens entre la recherche, la formation, l'innovation. Quelques exemples: des startups viennent travailler dans nos labos, dans nos incubateurs. Évidemment, elles vont recruter des étudiants. Le répétez pas, mais c'est de la main-d'œuvre qualifiée pas chère. Les étudiants, ils ont des projets à faire dans l'année pour avoir leur diplôme. Donc on les mobilise dans les startups et les étudiants, ils aiment ça. Ils aiment avoir de l'impact, ils aiment que ce soit concret. Donc on arrive à les onboarder, à les faire travailler sur les projets de startups. Les startups, elles grandissent, elles se développent, elles montent des partenariats de recherche. Donc on assiste à la signature de premiers stages. Elles vont lever des fonds et finalement, elles vont recruter des ingénieurs chez nous. Elles vont recruter des docteurs qui ont fait leur thèse chez nous et qui vont être les premières personnes finalement recrutées pour gérer la science dans les startups. Donc on voit vraiment ce cercle vertueux qui s'enclenche, qui est hyper positif pour nous. Donc il y a vraiment un appui des startups sur la recherche pour se développer. Inversement, la recherche s'inspire
de ce qui est fait dans les startups pour faire évoluer certaines thématiques de recherche. J'ai quelques exemples, notamment sur les insectes, on est très sollicité. Finalement, on lance des nouveaux projets de recherche sur le côté application alimentation humaine autour des insectes, parce qu'on a des startups qui nous challengent là-dessus. On a énormément avancé et développé de choses sur le côté végétal de l'alimentation, parce qu'on a des startups qui sont venues chez nous, qui ont développé des procédés. Éventuellement, on peut avoir, pour certains, de la propriété industrielle en commun avec ces startups. Donc vraiment, le fait de travailler concrètement avec ces startups, de les avoir dans nos labos, c'est une vraie belle occasion pour nous de s'ancrer encore plus dans la réalité, de permettre à notre recherche d'avoir de l'impact. Donc on a réussi aujourd'hui à faire ce triptyque recherche, formation, innovation. Et c'est ce qu'on a envie en fait de développer à Orléans via le lancement de cette InLab autour de la cosmétique qui va donc se développer courant 2025. Voilà, donc on en rediscutera avec plaisir. J'ai à peu près fini. Je suis ravi d'avoir pu vous exposer tout ça. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Puis je reste encore un petit peu après, donc voilà, je suis à votre dispo si vous avez besoin.